À tous et bienvenue du coup à ce premier webinaire de l'année, donc le premier webinaire en STIA. On est ravis de vous retrouver et on sera aussi ravis, vous verrez, de vous retrouver en présentiel dans nos différents événements. Donc je l'espère qu'on se reverra en vrai, en chair et en os. Donc pour commencer, donc je rappelle un petit peu la thématique de ce webinaire, c'était le webinaire des webinaires. Alors pourquoi ce sujet? Justement, donc les webinaires ont fait partie de notre vie ces dernières années, de tous les jours. Et puis les établissements supérieurs donc, et nos services d'ingénierie pédagogique et audiovisuelle ont été très souvent sollicités pour en faire. Et pourtant, en fonction des besoins, il ne faut pas prendre les mêmes outils et justement, les techniques et les conceptions d'animation varient. Donc là où on s'appuie sur les ingénieurs pédagogiques pour des présentations dynamiques avec une interaction avec le public, les audiovisualistes pourront faire appel à des outils techniques pour maintenir l'attention des spectateurs. Et c'est ce duo qui est intéressant aujourd'hui on va avoir ensemble à travers des témoignages. Et du coup, j'accueille, et donc je remercie Irina Danstia qui a préparé ce conducteur aussi avec nos intervenants. Et nous allons commencer parce que du coup, qu'est-ce qu'un webinaire? C'est un peu la question. Qu'est-ce qu'une scénarisation pour un webinaire? Quel est l'apport d'un ingénieur pédagogique ou d'un audiovisualiste? Pour nous répondre aujourd'hui, nous avons des invités de choix, je dois dire. Euh, et notamment, du coup, on a Anna Maria qui va commencer. Donc, on va aborder cette thématique avec un regard, donc justement, un webinaire qui va être conçu par par un ingénieur pédagogique, un webinaire qui va être conçu par un ingénieur pédagogique et un audiovisualiste, ça va être avec Jérôme. Et ensuite, nous verrons comment l'audiovisuel s'accapare aussi ces outils de webinaire qui sont en fait aussi à travers des plateaux télé et des choses un peu plus enrichies. Donc, vous restez avec nous. Je vous propose de poser vos questions toujours dans le chat. Et comme on fait à chaque fois, donc à chaque intervention, moi, je regarderai dans le chat s'il y a des questions et puis je relais directement à l'intervenant. Des fois, les intervenants, ils arrivent à gérer directement, ils veulent répondre en question. Il n'y a pas de souci, nous, c'est fluide. Mais en tout cas, moi, je suis là pour ça, pour essayer d'alléger cette fluidité. Et l'idée, c'est qu'on réponde plutôt à la fin des interventions de chaque intervenant aux questions. Et puis à la fin, on se refera une petite partie échange si on a encore le temps. Donc, sans plus tarder, donc Anna Maria, je te laisse d'abord te présenter et puis nous présenter un petit peu ton expérience, ton témoignage. Bon, merci Sandrine pour cet accueil et merci pour l'invitation de représenter parce que je l'ai déjà fait. Pour ceux qui sont familiers avec les actions de Instia, ils savent que j'ai déjà présenté une fois une partie de cette thématique et donc maintenant c'est le coming back avec plus de, de contenu, plus de choses parce que je me suis dit je ne vais pas prendre le risque de vous ennuyer. Donc, pour me présenter, je suis Anna Maria Moldovan-Constantin. Je suis ingénieure pédagogique à l'Université de La Rochelle, ou La Rochelle Université, dans un projet qui s'appelle Hype. Donc, Hype à Jérôme et à tous les hypers dans le pays, parce qu'il y a pas mal d'universités qui sont dans ce projet. Je me permets de prendre la main pour vous montrer mon écran et je vais vous présenter le contenu que j'ai travaillé pour vous. Donc, tout le monde voit mon écran, j'espère. Dites un oui, dites un non. Ok, super. Donc, c'est bien parti. Donc, ces webinaires de webinaires, ça vient en deuxième temps après une première rencontre qui a eu lieu en avril 2021. Avec Irina, on avait présenté notre façon de faire un webinaire. Donc, on a témoigné, c'était un webinaire de type de retour d'expérience. Et pour aujourd'hui, pour améliorer un peu l'expérience, je me suis dit qu'on va partir avec une question. Je voulais savoir qui a déjà participé à ce webinaire. Donc, pour me répondre, j'aimerais que vous scannez ce QR code. Là, je vais switcher, je vais lancer le partage pour pouvoir voir
vos réponses. OK. Je vais voir combien de personnes se connectent. Pour l'instant, j'en ai 2. Allez, 3. Vous pouvez vous connecter avec le QR code ou sinon, il y a le lien web wooklab.com/instiaweb. Allez, on est 10 en ligne pour l'instant. Je vous laisse encore du temps. Et pour la petite histoire, donc je vous disais que je ne voulais pas me répéter, c'est pour ça que j'aimerais savoir qui a été en ligne avec nous à cette rencontre. Allez, je change ou je reviens, je vous laisse encore le temps de vous connecter. 17. Ouais, bon, pour l'instant c'est stabilisé. 18. Bon, allez, on commence. Donc, j'aimerais savoir qui a déjà participé à la rencontre Instia, mettre en place un webinaire qui a eu lieu en avril 2021. Oui, moi. Oui, moi, oui. C'est sûr. Allez, on a 2 réponses. La plupart des participants qui nous regardent aujourd'hui n'étaient pas présents, donc ça va être de contenu nouveau. Quelle rencontre? Bon, pour vous dire, la présentation d'aujourd'hui, c'est un géniali. Je vais vous faire parvenir le lien parce que dans cette présentation, j'ai caché plein de ressources et plein de liens intéressants, des vidéos. Il y a même le lien pour cette rencontre dont je vous parle actuellement. Donc, vous pouvez prendre le temps de le regarder. Il est sur YouTube. Donc, vous allez avoir le lien. OK. 11 personnes qui n'ont pas participé. 12. Vraiment. 3 qui ne savent pas. Et 2 qui n'ont pas, ou 2 qui ont participé. Cool. On revient à notre présentation. Donc, tout d'abord, le webinaire, qu'est-ce que c'est? Le mot webinaire, il résulte de l'association des mots web et séminaire, ça vient de l'anglais. C'est une adaptation de mots webinaire anglais et qui désigne une réunion interactive en ligne dans un but de travail collaboratif, transmission d'informations. C'est une pratique qui vient du monde du marketing. Elle était très connue dans cette zone de travail pour les vendeurs avec une approche très commerciale au départ. Mais avec la crise sanitaire, on a importé aussi à l'université ce type d'action et donc on a remplacé les actions de formation qui avaient lieu en présentiel avec des actions de formation en ligne où ce sont des actions d'information ou de travail collectif. C'est une particularité pour le contexte universitaire, le public enseignant qui a des emplois de temps très variés et le territoire de chaque université, il est très éclaté. Donc, ça convient parfaitement pour organiser des webinaires parce que comme ça, les enseignants peuvent participer même après, peuvent regarder les webinaires quand leur emploi de temps leur permet. Donc, on s'est très bien adapté et on s'était mis à faire des webinaires, chaque université avec les services concernés de formation continue, de formation en pédagogie. Et c'était mon cas aussi l'année dernière quand je vous ai proposé ce retour d'expérience sur l'organisation et l'animation d'un webinaire de avril. C'était en collaboration avec Irina Anlock. Et donc, un deuxième type de webinaire, c'est en lien avec une action de formation parce que, étant donné que le confinement nous a imposé la distanciation sociale, on va dire, on a adapté nos plans de formation, on a proposé pas mal d'actions de formation en synchrone, avant ou après un module asynchrone. Ensuite, comment on l'organise? Je vous disais à l'époque qu'avant un webinaire,
un ingénieur pédagogique, il s'occupe de pas mal de préparation. Donc, il va construire le scénario, il va réserver la salle virtuelle. En deuxième, il va travailler pas mal la communication autour de l'événement, c'est-à-dire réaliser des affiches, faire les invitations, les envoyer, les relances, donner l'information à tout le monde qui est concerné. Le jour J, qu'est-ce qu'il fait? Un ingénieur pédagogique, il s'occupe de l'accueil des participants, il va veiller que les règles, l'étiquette, elle est respectée, il va présenter, s'il y a un intervenant, il va le présenter. Si c'est une action de formation, il va faire un rappel des acquis précédents, il va introduire le sujet, il va présenter le contenu, il va faire travailler les participants en petits groupes avec une mise en commun. Ensuite, des discussions et interactions pour une dernière phase de clôture. Ce n'est pas fini parce qu'un webinaire, il continue même au-delà. Il y aura une évaluation de l'événement, une mise en ligne de l'enregistrement s'il a eu lieu. À Tours, quand j'étais, on faisait aussi des attestations de présence, donc une petite reconnaissance pour les participants et un accompagnement individualisé. Au-delà de webinaires, s'il y avait des gens intéressés à avoir plus d'informations, des ressources complémentaires. Ensuite, on revient sur notre WooClap pour encore deux petites questions parce que j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont les conditions d'un webinaire réussi? J'attends vos réponses. Allez, voyons. Il faut revenir sur la page de WooClap. Est-ce que vous voulez que je vous remette le QR code? Parce que là, on n'a plus de participants. Ah, ça vient, ça vient. Donc, un présentateur dynamique, oui, comment hein? Fluidité, un intervenant à l'écoute. Écoutez, à l'écoute, malheureusement, là, je ne vous entends pas du tout. Un sujet bien ciblé ou à la mode. Alors, je vais les proposer la liste de résultats comme ça pour les voir. Donc, vous dites le rythme, un bon contenu, les participants. Oui, parce que ça arrive, avoir proposer des webinaires qui n'ont pas du public, n'est-ce pas, Emmanuel? Un sujet bien ciblé, la préparation, ok, un son de qualité, la fluidité, le présentateur dynamique et un bon débit. Ça ne dépend pas de nous, malheureusement. Voyons. Du bon son, rappel de la structuration et du plan, des belles images. Technique audiovisuelle, voilà. Bon, je vois déjà à peu près les mêmes réponses que notre sondage qu'on avait fait il y a quelques mois. Donc, on est tous d'accord que ça dépend beaucoup de présentateur, de la façon dont le contenu il est structuré, il est présenté. Le rythme de la présentation, les participants, la façon dont ils s'emparent du sujet, ils posent des questions et peut-être même la modération. On verra derrière qu'est-ce que vous en pensez. Un son de qualité, un bon débit. Pour la deuxième question, qu'est-ce qui vous fait décrocher d'un webinaire? Moi. Non, je vous ai perdu. Non, l'ennui. Trop long. Monotone. Durée trop longue. Donc, c'est la durée qui passe en première. La qualité de son, ça peut, oui, 2 fois déjà. Le monologue, malheureusement. Pas de rythme, que la parole, c'est vrai. Le multitasking. Ah oui, le fait de vous demander de switcher entre les écrans, entre les votes, la présentation. Manque de rythme. Ok, on a le travail, oui. On peut avoir autre chose à faire.
heureusement on l'enregistre, celui d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez le revoir si vous voulez ou le partager avec votre communauté. Le téléphone qui sonne, si on n'apprend rien. C'est vrai, c'est vrai. On ne veut pas perdre le temps. La manque de mise en relief du sujet. Bon, j'ai 17 réponses. J'avais 18 inscrits. Allez, le dernier. Ou pas. OK. Qu'est-ce qu'il disait la dernière fois, nos participants? Comme je vous disais, les caractéristiques d'un webinaire réussi, c'est le rythme, la présence de l'animateur, sa charisme, son élocution, sa façon de présenter, son énergie. J'ai regardé des astuces, des trucs et astuces sur YouTube. Il y a pas mal d'influenceurs qui se sont mis sur le sujet pour recommander des choses autour du webinaire et apparemment l'énergie du présentateur sort en première. Le sujet, la façon dont il est présenté, traité, l'interaction, c'est ce qu'on vient faire et le timing, la durée trop longue dont vous m'avez déjà parlé. Pour résumer, je ne vais pas insister sur cette slide parce qu'en fait, c'était juste l'occasion de cacher des petites ressources dans les boutons, donc des ressources, des plateformes de réanimation. Attention, il y a une surprise dedans, donc il faut bien cacher. Et pour résumer, le plus d'un webinaire organisé par un ingénieur pédagogique, c'est le fait que c'est facile à organiser. On touche à un large public. Il n'est pas très coûteux parce qu'on n'a pas besoin ni de faire de déplacement, ni des coûts de matériel. Le contenu peut être riche en fonction de la personne qui le présente. On peut toucher un territoire national ou même international et la flexibilité de le regarder quand on a envie. Les moins, parce qu'il y en a aussi, c'est le fait d'avoir des problèmes techniques qui ne sont pas prévus, une approche très commerciale de la part du présentateur ou des organisateurs, le contenu trop descendant, trop long, ennuyant, overdose, exactement ce que vous m'avez dit, la clarté du sujet. Donc, on peut se tromper de sujet, on peut considérer qu'il va parler de webinaire, mais en fait, la personne parle d'autre chose, ou l'absence de modérateur, le modérateur qui ne fait pas son boulot. Donc, pour conclure, j'ai une suggestion à vous faire. Apparemment, l'Académie française recommande, à la place de mot webinaire, de parler de cyberconférence ou cyberconférence, audioconférence, téléconférence, séminaire en ligne, à choisir en fonction du contexte. Et je me dis qu'un webinaire organisé par un IP ressemble beaucoup avec la télé des années 80 parce que vous allez voir, mes collègues, ils vont vous présenter des choses vraiment intéressantes. Bon, merci de votre attention. Je reste à votre écoute et en contact si vous voulez m'écrire à l'adresse qui est marquée à l'écran. Vous avez aussi ma page LinkedIn, ma page Twitter et à bientôt. Merci beaucoup, Anna. Maria, j'ai bien aimé ta dernière slide. Donc, est-ce que du coup, donc là, il n'y a pas de questions. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment d'en poser à Anna et Maria. Vous pouvez aussi les garder et puis on fera aussi à la fin un petit question-réponse. Donc, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de questions tout de suite, on peut les garder pour la suite et enchaîner. Donc, en tout cas, merci pour ton intervention et on reviendra sûrement avec des questions et un petit débat sur le sujet. Je vais demander du coup maintenant à Emmanuel de se présenter et puis de présenter un petit peu voilà, comment il a mis en place des webinaires au sein de son établissement. Merci Sandrine. Donc Emmanuel, oui, je suis donc Emmanuel Ponce. Je travaille donc à l'Université de La Réunion, à la direction de l'audiovisuel, de l'accessibilité, du multimédia et de l'accessibilité numérique. Et aujourd'hui, moi, je vais vous faire une présentation d'un projet que nous avons réalisé donc, au mois de mai par la mise en place d'un webinaire, mais rendu accessible. Voilà, donc je vais lancer maintenant donc, le diaporama.
si j'y arrive. Alors, allons-y. Je lance le Keynote et je vais lancer la lecture. Voilà. Je pense que vous avez, c'est bon, vous avez bien le diaporama. C'est bon. C'est bon, super. Donc voilà, donc le projet dont je veux vous parler, donc ça s'appelle ça vient donc d'un webinaire qui s'appelle Accessibilité numérique, un atout pour l'inclusion professionnelle, qui est donc tourné le mardi 18 mai en 2021. Et le but justement de ce projet-là, c'est que nous avons donc dans notre service, dans notre direction, un référent accessibilité numérique qui s'appelle donc c'est Monsieur Reynaud, Pierre Reynaud, et qui est venu nous voir et nous a demandé voilà donc de mettre en place, comme vous pouvez le lire sur cette diapositive, donc via donc un webinaire qui est donc sur Zoom, qu'on puisse nous au niveau de l'audiovisuel y intégrer donc un interprète de langue des signes et aussi intégrer donc de la vélotypie. Donc la vélotypie, c'est du sous-titre en direct, c'est ce que vous avez par exemple vu lors de les allocutions du président de la République. Voilà le projet en lui-même. Donc, il a fallu donc mettre de notre côté, bien sûr, réaliser donc un cahier des charges. Et là, donc bien sûr, la toute première chose, c'était donc de pouvoir donc de notre côté, bien sûr, récupérer donc la webconférence qui est donc sur Zoom, puisqu'à l'Université de La Réunion, nous utilisons Zoom comme outil en mode webinaire. Ensuite, la deuxième étape pour nous, c'était donc l'utilisation d'un plateau donc pour pouvoir filmer donc les deux interprètes en langue des signes. La troisième partie, bien sûr, comme je vous l'indiquais juste avant, c'était donc l'utilisation donc de la vélotypie qui était pour nous une première, nous ne l'avions jamais fait, donc c'était vraiment une toute première. Bien sûr, utilisation d'une régie pour la mise en image, ça je vous montrerai ça tout à l'heure sur d'autres diapositives, donc une régie vidéo. Bien sûr, récupérer donc nous ce que nous allons faire au niveau de la régie et de le renvoyer donc sur un Zoom et sur notre chaîne Facebook en direct. D'un point de vue, donc là on l'a vu d'un point de vue technique, d'un point de vue humain, nous avons donc fait appel à un technicien qui fait partie donc de notre direction et qui s'est occupé de la mise en place du webinaire via Zoom et de la diffusion sur Facebook. Et la deuxième personne dont on a eu besoin, donc c'était un réalisateur, donc là c'était moi, pour gérer donc la mise en image. Au niveau des préparatifs, parce que bien sûr il a fallu préparer, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, la première chose que nous avons mis en place, donc la prise de contact donc, avec la société Voxa Direct qui se trouve donc en métropole, puisque nous sommes à La Réunion, pour qu'ils puissent nous envoyer donc, le protocole technique de la vélotypie, parce que nous ne savions pas du tout comment cela fonctionnait. Et je vous montrerai tout à l'heure l'exemple. On a ensuite, bien sûr, pris contact avec elle et on a fait un test pour voir justement si le système des vélotypies fonctionnait très bien avec notre régie. Ça a été une deuxième étape. La troisième étape, bien sûr, c'est l'utilisation du plateau et donc la mise en place d'un éclairage et d'un fond qui, bien sûr, qui puisse convenir à des personnes avec un handicap. Quatrième étape, bien sûr, c'est la mise en image sous notre régie. Donc, il y avait des critères, bien sûr, à avoir. Par exemple, pour vous donner une idée, il faut que le webinaire soit à peu près aux 2/3 d'image et qu'on laisse 1/3 d'une image à l'interprète de langue des signes. Au niveau de la proportion, bien sûr. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons fait venir, bien sûr, les deux interprètes pour qu'ils puissent, sur le plateau, faire des tests avec nous pour voir que si tout allait bien. Et bien sûr, un test aussi sur Zoom pour voir si notre signal final, ce qu'on appelle le signal programme, fonctionne bien sur Zoom. Et la toute dernière étape, c'était bien sûr notre animateur sur le webinaire, qui est donc M. Reynaud. Et donc, nous lui avons fait une installation particulière pour justement qu'il puisse animer
animer donc ce webinaire. Donc, comme je vais vous montrer sur des photos juste après. On l'a donc mis de l'éclairage, une webcam et un micro, bien sûr, de qualité, parce qu'il est important qu'il puisse avoir une source sonore quand même très propre pour les personnes à handicap. Alors, au niveau du plateau, je vais vous montrer justement deux images. La première image que vous voyez apparaître, c'est donc le plateau avec les deux interprètes de langue des signes. Donc, bien sûr, celle qui est debout est en cours elle est en train donc de signer. Et vous voyez la deuxième personne qui est juste à côté, le deuxième interprète. Et juste pour vous indiquer, c'est qu'il y a une permutation toutes les 20 minutes. Les interprètes changent toutes les 20 minutes pour justement pouvoir se reposer parce que c'est quand même un exercice très, très, très fatigant. Voilà. Et comme vous le voyez ici, sur la deuxième diapositive, on utilise donc on utilise une caméra donc télécommandée et l'interprète donc a un retour que vous voyez sur l'image de gauche sous la caméra. Vous voyez un écran, donc elle a un retour du webinaire avec bien sûr l'image où elle est intégrée et aussi le son du webinaire. Alors là, je vais vous montrer une petite vidéo justement de quelques secondes pour vous montrer un peu l'atmosphère qu'il y a sur le plateau. Sans entrave, sans obstacle. C'est vraiment ça. Hein. On parle vraiment de zéro blocage. Et dans un scénario, dans une démarche, dans un processus, l'accessibilité. Voilà comment ça se passe. Donc, comme vous avez pu l'entendre, donc l'interprète a le retour son, bien sûr, pour pouvoir pour pouvoir signer, et le retour vidéo pour voir, bien sûr, voir un peu l'image, ce qui est quand même beaucoup plus agréable d'un point de vue confort. Au niveau de la régie, juste aussi deux images pour vous montrer. Donc, ça, c'est la régie que nous avons utilisée donc, pour pouvoir mettre en place ce webinaire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr. Hein, donc, tout un système de régie avec le pilotage aussi des caméras. Et sur votre droite, donc c'est l'ordinateur que nous avons utilisé pour récupérer donc la vélotypie. C'est-à-dire que nous avons envoyé le Zoom à la société Voxal, comme je vous indiquais tout à l'heure. Et donc, il nous envoie un lien sur Internet qu'on utilise via un navigateur Internet. Et ce navigateur Internet nous permet d'arriver à la page que vous voyez donc, sur l'image de droite. Et nous récupérons les 3 lignes du bas et que nous intégrons directement dans le webinaire. Alors, voici bien sûr aussi une petite vidéo très courte pour vous montrer un peu l'ambiance qu'il y a dans la régie. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que où on a de la chance, et en effet, c'est à peu près utilisable pour certains publics. Là, vous voyez, c'est automatique. Hein. Donc, nous, on récupère juste la vidéo. Donc là, c'est les enregistrements que nous effectuons. Donc là, c'est la régie avec donc, tous les effets. Ça, c'est le signal final que je vous montrerai juste après. Voilà. Donc, dans un projet, là, la régie. Il faut vraiment… Voilà, ça c'est… Donc là, moi, j'étais tout seul dans la régie pour pouvoir mettre en place justement pour vérifier que tout fonctionnait bien pendant le direct. Hein. Alors, juste pour information, le direct a duré 2 heures. Hein. Autre partie dont j'avais parlé tout à l'heure, c'est dans un bureau, nous avons mis en place, donc, comme vous le voyez sur cette photo, notre référent, Pierre Reynaud, hein, qui est donc aveugle. Et nous lui avons installé, donc, comme vous le voyez, un anneau de lumière, une caméra webcam de qualité et un micro. Comme ça, qu'il puisse être dans les conditions optimales pour pouvoir animer ce webinaire. Et là, sur cette vidéo, je vais vous montrer justement une vingtaine de secondes du produit final. Maintenant, c'est à toutes ces étapes-là que l'accessibilité doit être prise en compte. L'accessibilité numérique dans un projet, c'est dès que le projet, vous l'avez en tête, il faut le penser accessible. Il faut rédiger le cahier des charges en pensant à l'accessibilité, en vous entourant éventuellement de compétences pour qu'il y ait les bonnes clauses dans votre cahier des charges. Voilà, donc vous voyez bien l'image de gauche. On a à peu près un tiers de l'image pour l'interprète. Les 2 tiers au niveau du webinaire Zoom. Hein, donc là, vous voyez Pierre, mais bien sûr, il y avait d'autres intervenants. Et sur le bas, bien sûr, les 3 dernières lignes que vous avez vues sur l'ordinateur et que nous avons au niveau de la régie rognées pour n'avoir que les 3 dernières lignes, bien sûr pas la page complète, par rapport à l'image. Et bien sûr, on a aussi rajouté en haut à gauche, comme vous le voyez, le logo de l'Université de La Réunion. Alors, au niveau du bilan de ce webinaire,
On a surtout beaucoup de bilans positifs, parce que pour nous, ça a été une première. Et donc, le premier point, c'est que tout s'est bien passé donc, au niveau de la captation des interprètes. Ils étaient vraiment dans de très bonnes conditions. Ils ont été ravis de pouvoir travailler dans ces conditions-là. Bien sûr, aussi la vélotypie, qui était pour nous aussi une première, et tout a très bien fonctionné, hein. On n'a vraiment eu aucun souci. On a pu envoyer le flux donc, en Normandie et le réceptionner. On avait vraiment une latence très faible, hein. Et donc, on a été vraiment à peu près synchrone au niveau entre ce qui était dit et ce qui était donc traduit. Sur la mise en image aussi, nous avons bien sûr suivi les critères au niveau justement de l'accessibilité. Donc, on puisse bien voir l'interprète avec un fond qui puisse se détacher par rapport à la tenue et aux couleurs de l'interprète, ce qui est important, et qu'on puisse bien sûr voir l'interprète au niveau de ses mouvements de main et au niveau du mouvement du corps aussi, qui est important. Notre diffusion aussi sur Facebook, on a eu beaucoup de monde, hein. On a eu vraiment, ça a très bien fonctionné. Et le point négatif, le seul point que nous ayons eu vraiment, c'est qu'on a eu le problème au niveau du zoom. C'est-à-dire que comme c'était la première fois qu'on utilisait cette configuration, eh ben, on a eu un souci avec le mode webinaire sur Zoom. C'est-à-dire que nous avons fait le webinaire, ce webinaire directement en mode webinaire sur Zoom. Et le problème, c'est que le public ne pouvait pas sélectionner cette fenêtre-là spécifiquement, c'est Zoom qui sélectionnait la fenêtre de la personne qui était en train de parler. Et donc, comme il y avait les interprètes, les intervenants, plus notre flux, eh ben donc le public ne pouvait pas sélectionner, comme on le fait sur un mode Zoom traditionnel, ne pouvait pas sélectionner, ne pouvait pas épingler donc l'image de ce que nous envoyons. Donc, c'est vrai que le prochain webinaire que nous allons faire, c'est donc fin septembre. Nous allons créer 2 salles différentes pour pouvoir justement éviter ce problème. Donc voilà, sur ce mode webinaire, je pense que j'ai fini. Sandrine, je te laisse la parole. J'espère que j'étais assez clair sur cette configuration-là. Ouais, et merci parce que c'est de voir les images, c'est vraiment un plus. Donc, je te remercie, Emmanuel, Oui. pour être en situation. Donc, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça super clair. Donc, il y a une question de Vincent. Combien coûte la vélotypie? Et voilà. Est-ce qu'il y avait un marché public, etc. Non, alors la vélotypie, donc c'est Pierre Reynaud qui l'a géré, c'est pas nous directement, c'était parce que c'était Pierre Reynaud, bien sûr, notre référent. Alors, si je dis pas de bêtises, mais Pierre est dans le public, hein, donc il ne faut pas que je me trompe, hein, il regarde le webinaire. Donc, si je ne me trompe pas, c'est 250 € de l'heure. D'accord, ok. Voilà, donc sur 2 heures, c'était 500 €. Alors, voilà. Ça marche. Donc, du coup, déjà, donc, il y a Malvina qui dit bravo pour votre mise en place. Au regard de votre expérience, quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent se lancer? Se lancer sur ce mode-là? Écoutez, il est important d'avoir un référent, je pense, parce que c'est vrai que nous, sans l'aide de Pierre, ce serait compliqué. Et parce qu'il y a quand même un langage très particulier par rapport à l'accessibilité. Et Pierre est vraiment là pour pouvoir nous aider, pour dire attention, faites attention par rapport à, par exemple, tout simplement au fond que nous utilisons pour l'interprète. Hein, il était vraiment important qu'il puisse se détacher. Comme vous voyez sur la vélotypie, il faut par exemple un fond noir avec des textes, avec une couleur blanche, voilà, pour que les gens malvoyants puissent bien lire le texte, etc. Voilà, donc, mais par contre, elle peut me contacter, hein, ou contacter Pierre Reynaud. Je donnerai donc les mails pour qu'elle puisse nous contacter si elle a besoin de conseils. Oui, on retrouvera du coup les mails de tout le monde à la fin du webinaire. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, vous contactez-nous à Contact Anstia si vous avez un souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, merci. C'était une autre approche et on voit bien l'intérêt maintenant d'avoir cette approche-là qui, comme vous avez pu le voir sur les photos, voilà, on déplace plus de matériel et plus de besoins techniques. Du coup, je vais enchaîner sur une autre vision audiovisuelle directement. Si Jean-Philippe veut bien intervenir, du coup, que je vois qu'il est là.
pour faire le lien, donc, parce que là, on a une vision spécifique et c'est aussi des plateaux télé. Donc, Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? Oui, c'est bon. Ouais, Oui, on ok. t'entend, hein. Bon, je suis désolé, je viens de voir que vous aviez tous des fonds et j'ai pas lu tous mes mails, donc désolé. Moi, j'ai mis un fond d'un plateau justement où on voit un webinaire. Je vais essayer de me déplacer. Pardon, c'est hyper interactif mon truc. Voilà. Et donc, comme disait Anna Maria tout à l'heure, on se rapproche des plateaux télé des années 80. On va essayer de faire aussi bien que Jean-Christophe Averti. Nous, les webinaires, il y a plusieurs types. On va pouvoir mettre des moyens à partir du moment où on a un grand nombre de publics attendus. Donc, à partir de ce moment-là, on va travailler sur des émissions de télévision en tant que telles. Par contre, quand c'est un webinaire où il y a 10-15 personnes à distance, on ne va pas mettre les mêmes moyens. Donc, tout à l'heure, il a été dit qu'un webinaire, ça ne coûtait rien. En principe, ça ne coûte rien si on utilise juste la webcam de son ordinateur et le son de son casque. Par contre, ça coûte un petit peu plus si on en fait une vraie émission de télé. Donc, je vais essayer de modifier mon fond vidéo et je vais vous présenter, ça me forcera à être restreint dans mon timing. J'ai fait une petite vidéo à partir d'images, faut pas m'en vouloir. Si c'est pas terrible, c'est fait à partir de photos de téléphone, ce que j'ai trouvé à droite à gauche. Donc le webinaire, il peut être sur un plateau de télé ou comme derrière moi là, sur des colloques, conférences ou ce genre de choses. La problématique principale, c'est de bien préparer son émission. Donc, dans un premier temps, c'est de savoir éventuellement, enfin surtout à qui on s'adresse. Sandrine, tu reviens, on m'entend pas, c'est ça? Si, ça va? Si. Ok. C'est de savoir à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on va mettre en place. Vous voyez derrière moi, par exemple, un dessinateur qui, lui, réagit en direct dans l'émission pour illustrer des propos scientifiques, par exemple, de manière humoristique. Donc, à chaque fois qu'on va mettre en place quelque chose, on va se poser la question si c'est un tuto, si c'est une conférence de type séminaire, si c'est un événement national, si c'est un événement international avec des traducteurs, si on a des duplex, comment on va gérer nos duplex et surtout la question principale qui nous intéresse quand on fait un plateau spécifique, c'est d'avoir le bon animateur et les bons retours. Vous voyez derrière moi par exemple que nous avons des retours de chat, mais également des retours de WooClap, des retours de choses qu'on va diffuser. Donc à partir de ce moment-là, il faut faire un conducteur d'émission réellement professionnel. Donc, minute par minute, on va savoir si on a un générique à envoyer, si on a des sous-titres, si on a des illustrations et surtout de prévoir nos divergés. Donc, dans le monde professionnel, un divergé, vous envoyez un par exemple derrière moi avec Martine Dougamas et Lionel Déguisé. Vous avez ici des retours d'expérience qui sont gérés directement par la régie au niveau des questionnements. Et donc, le divergé, c'est ce qu'on voit derrière les gens. Qu'est-ce qu'on va diffuser comme illustration pendant les propos des intervenants. Donc ça, quelquefois, ce sont des questions en direct, comme on voit derrière moi, mais quelquefois, c'est une affiche, quelquefois, c'est une vidéo qu'on a pu tourner. Et le rôle essentiel sur cette image, vous voyez une journaliste qu'on embauche de temps en temps, c'est la journaliste de TV Tour qui anime le talk show du soir. Quand on a des questions générales, c'est bon d'avoir quelqu'un qui a un peu le métier pour présenter les choses. On la voit aussi derrière moi ici, pour présenter de manière plus grand public, on va dire, des choses. Donc ici, par exemple, c'était nos portes ouvertes, où pendant toute une semaine, on a fait des émissions sur les différentes filières avec des gens qui présentaient leur filière et surtout une interaction réelle avec le public. Donc, tant qu'on n'a pas d'interaction, pour nous, c'est pas un webinaire, c'est une simple émission de télé et c'est pas du tout sur le même registre. Donc, une simple émission de télé, on peut la faire en différé. Une émission telle que nous la considérons comme webinaire, c'est qu'il y a interaction, donc c'est un direct. Donc nous avons des impératifs de direct qui sont beaucoup plus compliqués que d'avoir une simple émission à enregistrer qu'on peut
remonter, rediffuser et où nous avons beaucoup moins de difficultés techniques. Notre difficulté est donc d'anticiper toutes les problématiques techniques, mais également tout ce qu'on peut avoir comme interaction derrière. Donc, la modération, les duplex sont deux points particulièrement compliqués à gérer dans un direct, tout simplement. Donc, il nous est arrivé, vous voyez, sur ce genre d'activité derrière moi, d'avoir des gens qui sont en duplex avec nous. On peut en avoir jusqu'à 6 ou 7. L'idée, et là, vous voyez qu'il y a 3 personnes en direct qu'on affiche en divergé, et ils interviennent sur les écrans, ce qui permet, en voilà 1, 2, 3, 4, plus 2 en plateau. Là, il y avait même le modérateur qui était à Paris, qui permet d'avoir un vrai plateau avec des vraies interactions entre les vrais gens et ceux qui sont en distanciel. C'est beaucoup plus intéressant que d'avoir des petites imagettes comme on le voit aujourd'hui, et c'est beaucoup plus vivant. Vous voyez ici qu'on avait une youtubeuse qu'on a fait venir qui est une youtubeuse de sciences de comptoir, donc de Montpellier, qu'on a fait venir exprès, qui intervient sur Arte aussi de temps en temps, pour animer des débats scientifiques, par exemple, puisque c'était le propos ici. Vous voyez qu'en Divergé, on a également des images qu'on a fait en microscopie pour illustrer les propos. Voilà un autre exemple qui a été préparé sur Parcoursup. Clairement, comment on gère Parcoursup pour nos étudiants. Donc, on a eu beaucoup de succès là-dessus, sur un petit tuto de 10 minutes, une démonstration sur comment s'inscrire, et les réactions spécifiques des questions qui sont envoyées au fur et à mesure. Donc là, il y a plusieurs types de chats possibles. J'ai essayé de me dégager un peu des questions qu'on avait en direct, que nos futurs étudiants se posaient et qui peuvent servir à tous. Donc, en fonction du sujet et en fonction des choses à mettre en place, on va écrire le conducteur de l'émission, les illustrations, les lancements de sujets, revenir à droite, à gauche sur ces problématiques. Je vous ai mis un exemple ici où on était en direct avec l'Assemblée nationale sur des questions d'écologie. Et puis, ça veut dire que là, j'arrive au bout. Nous sommes avec Lionel qui nous a piqué une caméra pendant le dernier Moodle Moot qu'on faisait en live pour montrer un peu l'équipe au fur et à mesure d'une semaine, par exemple, de direct, puisqu'on a fait le Moodle Moot dernièrement, une semaine en direct. Ce dispositif est énormément utilisé dorénavant. On fait appel à nous pour un peu tout à partir du moment où on a un public relativement large. Donc, on peut arroser jusqu'à 10 000 personnes sans aucun problème sur des directs que nous faisons sur YouTube Live, puisqu'on se base la plupart du temps sur cette techno pour ne pas avoir de problème de charge. Sinon, on fait du Teams Event, on fait du Facebook Live, on fait également du Zoom. En fait, peu importe le truc qu'on va avoir derrière, à partir de notre structure mise en place, on peut s'adapter, changer les décors et adapter en fonction des problématiques. Avec les ingénieurs pédagogiques, par exemple, il a fallu qu'ils changent un petit peu leur épingle du jeu et se concevoir comme animateur ou co-animateur. C'est bien aussi que sur des parties particulières, une démonstration, par exemple, si c'est 30 minutes de démonstration, et ça souvent, c'est ce qui se passe dans nos colloques universitaires, une présentation, un petit débat, une présentation, un petit débat. Là, il faut rendre ça beaucoup, beaucoup plus vivant. Vous voyez derrière moi qu'on a 5 duplex en cours et un qui est diffusé. Et donc, à partir de ce moment-là, ça permet d'animer les choses entre une personne qui va présenter et une autre personne, par exemple, qui pose des questions, qui relance des choses sur le plateau, qui a des objets sur le plateau qui sont en adéquation avec le propos, et tout ça demande impérativement à être mis en place avec toute une structure. Très important pour nous aussi, c'est l'habillage graphique. Vous voyez derrière moi, par exemple, notre dessinatrice qui faisait les habillages en live dernièrement. Donc là, Lionel lui disait « t'es trop forte », donc voilà.
Et puis, bon, bah, nous avons un Batman qui est en train de coudre son costume, puisqu'il a dû le déchirer pendant un direct. Vous voyez qu'on met en fonction des choses, là, c'était plus festif que des choses plus sérieuses, mais en fonction de ce qu'on a à raconter et en fonction de ce qu'on a à déterminer comme axe prioritaire de communication autour d'un webinaire, nous mettons les moyens et nous réfléchissons absolument à tout pour que ça puisse fonctionner. Je vois que j'arrive à la fin de ma vidéo, donc je vais laisser la parole aux futurs internautes. Et je vais arrêter la vidéo. S'il y a des questions. Ah, c'est ma vidéo que j'ai arrêtée, pardon. Ah. Merci. Bah, oui, désolée, je vous ai quitté pas spontanément tout à l'heure, mais voilà. Merci beaucoup. Super présentation dynamique avec toutes les technos d'un audiovisualiste comme toi, Jean-Philippe. Est-ce que vous avez des questions? Donc, hop, je regarde s'il y a des choses dans notre conversation. Je vois pas. Je vois pas de questions. Oui, non, toujours pas. Alors, moi, j'en ai, donc je vais en profiter tant que tu es là. Déjà, voilà, c'était très clair. Donc, Anna-Maria a dit félicitations, c'était très clair. Époustouflant les lives du Moodle Moot, Vincent, il fait part de ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de matériel technique, il y a beaucoup de technicité derrière. Donc, c'est vrai que la question que je me pose, est-ce que du coup, c'est un plateau qui est toujours fixe? Est-ce que c'est comment ça se passe au niveau des demandes? Donc, il y a un vrai travail de scénarisation tel que tu l'as dit, et ça, c'est important de le dire, le conducteur avec les divergés, tout ça. Mais comment ça se passe? Il faut que vous ayez quelque chose à disposition. Enfin, il y a une Alors, fluidité, quoi. le plateau est un plateau qui a été monté pendant le Covid, clairement, pour répondre aux besoins de communication et aux besoins. Alors, je parle de communication, je ne parle pas d'enseignement pur et dur, puisque ça s'est fait via Teams comme tout le monde ou via Zoom, d'enseignants à étudiants. Par contre, on avait besoin de communiquer sur pas mal de choses, et puis on a même organisé les élections en distanciel à partir du plateau. Et donc, ce plateau, il a beaucoup servi, il a été monté pour l'occasion, il est démontable, totalement démontable. Et par contre, il est à demeure sur place. Le matériel, par contre, est itinérant. Les éclairages restent sur le plateau, mais par contre, tout le reste bouge en fonction de nos problématiques. Et on a des partenariats, notamment avec le pôle d'innovation MAM, sur Tours, où on va faire les assises internationales du journalisme la semaine prochaine, par exemple, où ça va être complètement, le plateau va être dématérialisé et ça va être retransmis sur des écrans géants, etc., etc. Donc, le matériel, en fait, c'est un matériel de captation standard, enfin, que j'appelle moi standard, que tout le monde devrait avoir, régie et caméra pilotée, plus quelques petites choses de notre cru, des travelling automatisés, ça, c'est les petits plus. Mais sinon, faire un webinaire, il suffit simplement, à mon sens, d'avoir un peu de matériel, même 2 caméras, ça suffit, même pas automatisé, et surtout de travailler son émission, d'avoir un peu d'éclairage, parce que c'est bien d'être un peu éclairé, c'est bien d'avoir un son correct. Après, chacun fait en fonction de ses moyens. Nous, on a un petit peu plus de moyens, un petit peu plus d'expérience pour faire des émissions. Après, n'importe qui avec une petite régie à 800 € arrive très bien à faire ce genre de choses. Voilà, je ne sais pas si c'est ça que la question. Mais complètement. Et du coup, voilà, la valeur ajoutée, justement, donc, toi, en tant que réalisateur et un ingénieur pédagogique qui fait un scénario pour un webinaire, du coup,
Alors, je vais Voilà. donner un exemple concret. Ouais. La semaine dernière, on a fait une démonstration pour l'ensemble des étudiants du dispositif Teams pour les cours en distanciel, pour la FOAD. Donc, une demande de François, François Atto, et puis de Baptiste Doucet, ingénieur pédagogique, en me disant on voudrait faire un webinaire, mais à grande échelle, puisque ça va toucher tous nos étudiants qui sont aptes à faire de la FOAD. Donc, on réfléchit au format de l'émission, comment tu vois les choses. Voilà, on a un deuxième petit plateau où je suis actuellement là, fond neutre, tout ça. Où on a mis une personne en distanciel sur Teams, et puis on a fait un plateau autour de Teams. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre derrière? Qu'est-ce qu'on va mettre en bandeau? Comment on va relancer? Est-ce qu'on sépare la démonstration avec des questions ou est-ce qu'on attend les questions à la fin? On se pose des questions d'ingénieurs pédagogues, là en l'occurrence, et moi, je leur pose des questions de réalisation. Donc, quel habillage? Comment tu vas présenter? Qui est le présentateur? Comment tu fais les relances? On écrit tout ça. À distance, la personne avait aussi une oreillette qui nous permettait de communiquer entre le plateau et la personne pour qu'elle puisse elle-même faire des relances dans la virtualisation d'un Teams. Et on rebalançait tout ça dans un Teams Event et sur un YouTube Live. Les questions étaient posées dans un chat particulier et dans un WooClap pour avoir une interaction qui ensuite est incrustée sur l'écran à l'arrière, sur les questions à l'avant, voire même un modérateur qui prend la parole comme Cognac G dans les émissions des années 80. Alors ça, on l'utilise beaucoup. On a fait tout un webinaire sur la gastronomie avec Thierry Marx et tout un tas de gens très connus, où on a préféré que ça soit plus dynamique et que le modérateur était en régie avec un micro pour poser les questions, pour éviter de perdre du temps sur des incrustations et des choses comme ça. Ouais. Du coup, je vais être obligée de te stopper, mais ce que je te propose, et j'espère que tu accepteras, c'est parce que avec peut-être le groupe audiovisualiste de faire un truc un peu spécial pour montrer vraiment, parce que je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui voudraient avoir les détails techniques, peut-être plus au niveau des audiovisualistes et qui là est plus généraliste, mais en tout cas, moi, je pense que ça peut intéresser. Donc, on se recontactera. Merci. Je vais proposer peut-être un stage à l'Anstia, éventuellement, pour les audiovisualistes. Et bien forcément, ouais, c'est ça. On pensait des choses qui seraient plus à domicile, donc ce serait super. C'est-à-dire de pouvoir dire, si on avait voulu se le mettre en place, de faire une visite et de proposer, donc ce serait génial parce que je pense qu'il faut voir. En vrai, voilà. Merci, Champy, en tout cas, c'est super. On va passer à Jérôme, ce qui fait le lien, parce que du coup, Baptiste travaille aussi avec Jérôme sur le projet Hype 13 et comment ils ont justement fait, eux, ce lien entre l'ingénieur pédagogique et puis audiovisualiste et comment vous avez construit un petit webinaire pour les Learning Analytics. Je vais vous présenter un petit peu le projet. Carrément. Du coup, je prends la main et je vais pouvoir vous présenter un peu tout ça. Déjà, est-ce que vous m'entendez déjà? Si on peut me confirmer, du coup, ce sera parfait. On t'entend. Est-ce qu'on m'entend? Parfait. Super. Écoutez, bonjour à tous. Du coup, moi, je suis le dernier intervenant, donc je vais essayer d'être synthétique, parce que j'imagine qu'on a déjà eu pas mal d'informations au cours de ce webinaire des webinaires. Donc, moi, je vais vous parler de la conception du webinaire en collaboration, du coup, entre un ingénieur pédagogique et un audiovisualiste. Et je vais commencer par me présenter. Donc moi, en fait, je m'appelle Jérôme Ruchou, je suis technicien audiovisuel à Hype 13 et c'est un peu le sujet de mon intervention aujourd'hui, c'est de parler de ce qu'on y réalise et de ce qu'on y fait, et notamment en parlant un peu de webinaire. Donc moi, mes missions, pour être très bref, je travaille du coup au sein de Hype 13, donc dans la réalisation de 2 MOOC sur l'hybridation. J'apporte aussi une assistance technique et audiovisuelle. Et en plus de ça, je travaille un peu sur la communication, donc le site internet que vous pourrez trouver sur hype13.fr et sur les réseaux sociaux. Mais j'ai une double casquette, du coup, au sein de l'Université de Limoges, là où je travaille en tant que technicien audiovisuel, au sein du Media Lab, qui est un lieu justement où on réalise et on tourne du coup des vidéos, des médias, plein de choses du coup avec des étudiants par exemple, mais avec d'autres personnes justement, on les accompagne dans la réalisation de leurs projets. Voilà. Donc on va parler un peu justement de Hype 13 et dans l'idée, beaucoup de gens ne connaissent peut-être pas. Évidemment, Anna Maria, toi tu fais partie aussi de l'aventure, donc
Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Pareil dans le chat, hein. Bonjour Sophie et puis Dorian. IP13, en gros, c'est 12 universités dont plusieurs partenaires comme EdTech France et Anstia, comme par hasard, qui travaillent main dans la main sur la réalisation d'un consortium qui se donne pour objectif de développer 4 axes bien spécifiques autour de l'hybridation, des learning analytics, de réutilisation des ressources et de cartographier aussi l'existant au niveau des ressources et d'autres choses pour faciliter un peu le travail sur l'hybridation en général. Et donc, du coup, à partir de cet objectif, on a chacun des missions différentes, mais qui constituent la création d'outils et d'éléments qui vont aider justement les universités participantes et un peu plus tard, du coup, les universités de manière globale. Donc voilà, et donc du coup, on a un livrable qui a été réalisé du coup entre le 29 et le 1er avril. Donc ça, c'était le webinaire qui concernait les Learning Analytics et dont l'objectif était principalement de démystifier en fait ce terme et de donner en fait des clés, de travailler un peu du coup sur ce terme qui justement est encore assez inconnu pour beaucoup. C'était l'occasion de parler, de donner un peu notre retour au sein des participants, mais aussi au sein des animateurs. Et donc, à partir de ça, on a réalisé avec les équipes, donc les 12 universités, ce webinaire-là sur 3 sessions données. Au final, qu'est-ce que ça a apporté, ce webinaire? On a les résultats. On a eu 235 inscrits sur 3 jours. On a pu constituer 3 sous-groupes de travail. Et à partir de là, en fait, le parcours était, avant le webinaire, on avait constitué un espace de travail un peu où on proposait de se préparer justement à ce webinaire-là, avec une carte interactive où on parlait des Learning Analytics dans le monde et 2 vidéos, du coup, pour introduire cette notion de Learning Analytics et tout ce qu'on pouvait y trouver justement derrière. Donc, vous pouvez voir du coup le taux de participation des différentes universités qui sont juste ici. Et on avait en moyenne 75 personnes par jour, ce qui veut dire que ça demande une organisation, mais ça demande aussi toute une méthodologie au sein des équipes en interne. Donc, je ne vais pas forcément répéter ce qu'a dit Anna-Maria sur la préparation et toutes les étapes. Ça, je pense que si on peut, on pourra revenir là-dessus plus tard dans les questions, si vous voulez. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment les choses s'articulent pour concevoir ce webinaire. Quand on a du coup des ingénieurs pédagogiques, là, en l'occurrence, c'était du coup des ingénieurs pédagogiques justement de toutes les universités. Et il était question surtout de créer du coup le contenu de ce webinaire-là, de proposer du coup toutes les informations pour le jour J. Et on a eu aussi toute la partie animation pour développer ce webinaire-là. Donc, on parle beaucoup d'interaction en fait quand il s'agit de webinaire. Et on parle énormément aussi de contenu et de posture. La question de la posture est importante pour déjà, d'une part, accompagner les participants, leur donner les bonnes informations, de bien modérer du coup ce qui est fait et d'avoir aussi des outils clairs pour qu'ils puissent interagir et porter leur voix. La question ici, c'est quel serait dans ce cas le rôle de l'audiovisualiste? Et bien, du coup, c'est un peu la réflexion que je vous propose aujourd'hui. Dans un premier temps, pour moi, ce qu'apporte le travail entre les deux, c'est surtout la créativité. Quand on est audiovisualiste, surtout, on a un peu un regard sur d'autres projets, pas forcément que sur les webinaires, mais par exemple, on travaille au quotidien sur le développement de scénarios, sur des univers, sur de la mise en place d'actions concrètes en fait, qui vont passer du coup devant une vidéo. Et donc ça, c'est un peu le quotidien qu'on a. Donc on travaille surtout beaucoup avec les ingénieurs pédagogiques sur l'aspect un peu visuel et résolution de problèmes. On essaie de faire en sorte que ce soit le plus visuellement le plus attirant, le plus facile à comprendre et aussi le plus efficace. Évidemment, l'ingénieur pédagogique il va être là pour développer un contenu qui soit du coup le plus complet possible, animer ça avec beaucoup d'interactions. Nous, on est là principalement en tant qu'audiovisualiste pour
mettre un peu en scène tous ces éléments-là. Donc, on participe concrètement à l'évolution du planning, en fait, ou le conducteur qui va amener à animer, en fait, ce webinaire. La deuxième chose qui découle de tout ça, justement, c'est un travail un peu de synthèse, parce que c'est un petit peu comme quand on parle d'éloquence, le fait de montrer quelque chose, de prendre du temps, du coup, pour des participants, ça veut dire qu'il faut être clair, précis et être concis, surtout. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on réalise au quotidien aussi, parce qu'on développe des idées principalement par du visuel. Nous, on ne parle pas forcément, on montre. C'est un petit peu ce qui se fait, c'est un petit peu les devises qu'on pourrait avoir au cinéma, mais c'est vraiment ce quoi on travaille. Et le travail de synthèse, il va être là aussi pour éviter du coup, avoir trop d'informations. Parfois, c'est l'ennemi de faire quelque chose de productif, efficace, et au final, on peut se perdre dans le message qu'on veut transmettre. Du coup, nous, on a vraiment cet aspect-là on voit les choses importantes et on essaye de les mettre en avant le plus possible. Voilà. Et après, on développe par la suite des parcours par des éléments, par exemple des liens hypertextes ou des outils qui vont permettre de synthétiser ou de montrer au mieux les idées qui sont là pour être complémentaires aux idées principales. La troisième chose, la plus importante, du coup, c'est aussi un travail de médiation. En fait, les ingénieurs pédagogiques, ils ont une excellente aptitude, du coup, à montrer les idées, à parler et à être complet, comme je l'ai dit. Et souvent, on a l'impression, quand on développe un contenu, que tout est important, que tout est là, justement, dans une certaine mesure, et que tout va tout va rester, en fait. Et nous, de notre côté, en tant qu'audiovisualiste, on apporte justement ce côté compromis, autant d'un point de vue, je ne vais pas dire forcément du contenu, mais en fait, on a un regard extérieur qui nous permet d'avoir un avis critique sur les choses, et en plus de pouvoir vérifier si c'est réalisable dans les faits, parce que il y a tout l'aspect technique en fait qui entre en jeu, mais vérifier que justement, est-ce que ça parle bien du coup aux bonnes personnes, est-ce que justement ça peut être compris aussi en fonction des profils d'apprentissage. Là, en fait, on se positionne vraiment un peu comme un peu comme un assistant d'ingénieur pédagogique, dans le sens où eux, ils s'occupent du contenu. Je schématise évidemment grossièrement, mais eux, ils s'occupent du contenu et nous, on s'occuperait de la réalisation. Et c'est ce que tu disais, Jean-Philippe, tout à l'heure. C'est vraiment ça, c'est de rendre les choses concrètes. Et c'est du coup le quatrième point, c'est de vérifier qu'en fait, tout est réalisable dans une certaine mesure d'un point de vue matériel déjà. On est là beaucoup pour, évidemment sans se mentir, on est là pour avoir un regard sur les problèmes qui peuvent arriver, de pouvoir proposer justement des alternatives, parce qu'on connaît justement par exemple le matériel qui est utilisé ou les différents soucis qui peuvent arriver. En fait, c'est le travail entre les ingénieurs pédagogiques et les audiovisualistes, c'est vraiment un travail de résolution de problèmes. C'est complètement ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a une situation, il faut savoir improviser s'il y a un pépin, et il y a toujours des pépins. Donc, il faut savoir conjuguer avec l'imprévu. Et donc, l'audiovisualiste, il apporte aussi un soutien supplémentaire au cas où il y a un problème, par exemple, de connectivité, de matériel et autres, qui pourrait du coup nuire au bien fondé justement du webinaire. Et donc, du coup, la conclusion de tout ça, c'est que c'est surtout un travail complémentaire dans la mesure où, en fait, les deux se complètent d'un point de vue vraiment pédagogique, d'interaction et autres. Et de l'autre, c'est beaucoup de concrétisation et de mise en place visuelle, du coup, aussi interactive, mais d'une autre manière. Et du coup, ces deux-là apportent du coup un contenu vraiment plus riche. On se rend compte, par exemple, qu'il y a des activités en lien avec l'animation vont être beaucoup plus fluides quand on aura du coup les deux profils qu'un seul, qui va du coup parler,
qui vont par exemple beaucoup plus parler à une catégorie de personnes ou une catégorie de métiers, alors que là, on remplit les deux fonctions, c'est-à-dire les fonctions visuelles et les fonctions. Si vous avez d'autres questions ou alors de pouvoir compléter un petit peu plus, n'hésitez pas, comme Anna-Maria, du coup, à me retrouver sur les réseaux et de pouvoir discuter un peu plus longuement sur le sujet. Là, je conçois complètement qu'il y ait plein de choses à dire, mais on pourra traiter ça lors des questions si vous voulez. Merci à tous. Merci Jérôme. Ouais, en fait, toutes les présentations sont tellement riches qu'on a envie d'approfondir avec l'ensemble de vos présentations, mais ce qui est plutôt bon signe hein, c'est pour ça, oui. Webinaire. Donc, le webinaire des webinaires donne envie de refaire des webinaires. En tout cas, ça, c'est super. C'est ce que j'entends. Il est déjà à 12h35. Donc, merci d'être resté avec nous. Je vois que les gens doivent partir. C'est juste pour vous remercier à tous les intervenants. Merci beaucoup. On mettra toutes les infos sur YouTube et voilà, ramenez-nous le lien Geniali, Anna-Maria, faites-nous remonter tout ça avec plaisir. Et puis, juste, j'annonce avant que vous partiez que justement, donc on a Save the Date hein, pour le mois de novembre, on sera en présentiel aux Journées Anstia, donc j'espère vous revoir aux Journées Anstia au mois de novembre. Et la thématique, justement, du 24 au 26 novembre, c'est des métiers différents et des objectifs communs. Et tu as bien fait la conclusion, Jérôme, c'est ça. C'est exactement ta conclusion. Et donc, oui, c'est ça. Et on aura à partager encore tout ça et à réfléchir ensemble parce que du coup, on va faire des journées qui seront assez proactives. Donc, parce qu'on a vraiment envie de se rencontrer et pas de faire du face-à-face. Donc là, je pense que ça vaudra le coup de se rencontrer. N'oubliez pas non plus le webinaire donc Interasso du 2, donc Interasso avec l'association Le CUM et le CIR, du 2, le deuxième webinaire qui sera le 30 septembre à 11h30, donc sur le sujet impact de la crise. Et l'Assemblée générale, donc on vient de vous envoyer un mail, l'Assemblée générale de 28 septembre, un peu extraordinaire juste avant les journées. Donc, merci beaucoup à tout le monde et je vous dis à la prochaine pour un autre webinaire Anstia. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous. Vous pourrez retrouver le webinaire sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas. À très bientôt. Merci Sandrine, merci Jérôme, Emmanuel et à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. À tous. Au revoir.